Bonjour à tous, madame, messieurs. Nous sommes mardi, c'est le deuxième jour de la semaine et même la deuxième édition de la revue de grande une de cette semaine également. La presse est donc disponible dans les kiosques. Elle nous propose des sujets intéressants. La nouvelle expression parle de décentralisation. Un ministère perdu dans le cafouillage administratif, c'est le grand titre de la nouvelle expression de ce matin. Depuis sa création précipitée, donc le ministère de la décentralisation et même du développement local n'a toujours pas d'organigramme. Le ministre et également des acteurs de la société civile qui sont aussi nombreux à réagir à la suite notamment de l'acte posé par le canton Bel. Donc réunis à Douala, à l'Assemblée générale, donc hier dans la capitale économique, les chefs Sawa ignorent carrément l'affaire Oumouniaber, ce que dit une circulaire d'Amadou Aïdjo de 1971, c'est à lire aussi dans le dossier, à lire de la page 4 à la page 10 de ce journal. Le même journal parle de la crise à Elekam. Paul Biya sanctionne Abdoulaye Babale, donc le président de la République a choisi entre le directeur général de Elections Cameroun, Souillé donc, et le PCA, le président du conseil d'administration indigné. Une réaction musclée du Social-Démocratique Front à découvrir dans le même journal, disponible ce matin. Émergence qui est dans les kiosques parle donc de l'ECAM. Eric Essoussé, qui est donc le nouveau directeur général de la structure. Il est donc contenu dans le journal ce matin avec un monsieur présenté comme étant l'homme de la situation. C'est ce que dit d'ailleurs Émergence, le quotidien privé bilingue. Le même journal parle également de la formation médicale, ce qui va changer dès la rentrée prochaine et à découvrir dans le même journal en page 3. Le journal s'intéresse aussi après la menace ou les menaces des États-Unis, le grand retour des appels à candidature de Paul Biya également dans le journal Émergence ce matin. Et puis le journal La Nouvelle qui est dans les kiosques parle de stratégie franco-américaine, plan secret pour empêcher le président ou la présidentielle de se tenir au Cameroun. C'est à lire de la page 4 à la page 5. Le même journal parle de Paris avec Alamine Ousmane May, sommet d'expliquer l'utilisation de 2 milliards de francs CFA. C'est ce qui est contenu dans le journal disponible dans les kiosques ce matin. Le même journal parle également de l'ECAM. Abdoulaye Babale, sanctionné par le conseil électoral, selon bien sûr le tabloïd de La Nouvelle disponible dans les kiosques. Le journal Le Point hebdomadaire, parle de Belinga et Boutou, Paul Biya. La guerre est donc déclarée, c'est à lire dans le même journal. Le journal parle également du directeur général Abdoulaye Babale en fuite. C'est ce que dit le numéro de ce matin en page 5. Et d'autres informations que je vous invite à lire si vous faites un tour dans les kiosques. Le journal Cameroun Tribune s'intéresse à l'opération antiterroriste à Santa. Les clarifications du gouvernement sont également à découvrir. Après la sortie de Issa Tchouma Bakari, le ministre de la Communication, c'est à découvrir dans le dossier. D'autres informations également concernant l'ECAM aussi dans le numéro disponible ce matin. Le quotidien Le Jour parle de l'ECAM. Comment Abdoulaye Babale a été donc limogé. Eric Essoussé est le nouveau directeur général des élections. Et puis ambiance au siège de l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun. C'est à lire dans le journal Le Quotidien Le Jour. Le même journal parle également du franc CFA. Les patrons d'Afrique centrale inquiets de cette situation. C'est à découvrir dans le numéro disponible ce matin. Le journal est donc dans les kiosques aujourd'hui. Mutation qui est dans les kiosques parle notamment de la présidentielle 2018 au Cameroun. Le nouveau joker de Paul Biya est connu. Il s'agit donc d'Eric Essoussé, qui est le nouveau directeur général d'Elections Cameroun. C'est à découvrir dans le journal et également le nom de son adjoint et bien sûr d'autres personnalités qui pourraient donc apporter quelque chose de positif dans le fonctionnement de la structure disponible ce matin. Le journal le financier d'Afrique qui est dans les kiosques s'intéresse donc parle donc de monnaie électronique avec 4700 milliards de francs CFA de transactions en CEMAC en 2017. C'est ce que dit le journal. Mais le Cameroun est donc en tête des pays qui ont donc utilisé l'argent ou le transfert d'argent, beaucoup de transactions également évoquées par le journal. Le journal s'intéresse aussi à d'autres sujets que je vous invite à découvrir avec les experts qui suggèrent l'approche PPP en Afrique. Qu'est-ce que cela veut dire? De toute façon, des explications sont contenues dans le journal en page 7 de ce numéro disponible dans les kiosques ce matin. Un autre journal, c'est Old News qui parle de l'armée qui neutralise un gang redoutable au service des sécessionnistes à Santa. Toutes les révélations aussi importantes à lire également avec la situation de Mansour BBC condamné à 15 ans de prison. Donc ferme, voilà ce que la presse nous propose ce matin, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Camille, bonjour. Bonjour Flavien Balondongo. Bonjour téléspectateurs de Kilox Télévision. Bonjour Casimir Désiré Tagné. Et bonjour à tous ceux qui comme moi,
ont sursauté ce matin en lisant à la une d'un journal que Belling Boutou et Paul Biya, Irouringa a déclaré que ce serait Belling Boutou qui aurait instrumentalisé l'ambassadeur américain à sortir de ses gonds. Non, vraiment, quand la presse joue à ce genre de jeu, imaginez Belling Boutou qui a été pendant plus de 20 ans dans l'ombre de Paul Biya et à son oreille, qui maintenant, pour peu qu'il soit sorti, se met à se liguer contre lui, même avec des Américains. Ça devient tout simplement surréaliste dans ce pays. Très bien. Avec vous également sur ce plateau, Casimir Désiré Tanguy, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Camille et bonjour à tous les téléspectateurs. Très bien. Avec vous, donc, nous allons tout au moins parcourir quelques sujets proposés par la presse. On parle notamment de la décentralisation avec un ministère perdu dans le cafouillage administratif. C'est exagéré pour la nouvelle expression? Moi, je ne pense pas que ce soit exagéré. Moi, je pense que la nouvelle expression a marqué un gros point en rencontrant un expert, justement, en matière de décentralisation, qui s'émeut, comme tous ceux qui attendaient beaucoup de choses depuis la création d'un ministère de la décentralisation, qui s'émeut du fait que ça ne bouge toujours pas. Il y a le ministre a été nommé, il y a son secrétaire particulier qui a été nommé, et puis plus rien, rien d'autre. Il n'a pas de personnel, il n'a pas de conseil technique. Il utilise provisoirement l'ancien personnel du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, et même mieux, il n'a même pas encore de ministère, puisqu'il squatte encore l'un des bureaux du ministère de l'ancien Minat. Donc, moi, je pense que voilà une illustration de cette léthargie, de cette espèce d'inertie qui fait qu'on nomme un ministre qu'on attendait depuis 20 ans, il est nommé et puis plus rien. Il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de personnel, il n'y a rien. Mais ce que l'on retient, et on l'a vu de temps en temps dans les journaux, on a lu de temps en temps que le ministre de la décentralisation est allé faire un tour à l'extrême nord, est allé faire un tour à l'est, mais on ne dit pas exactement avec qui, pourquoi et dans quel contexte. Aucun expert n'a été nommé à côté de lui, aucun spécialiste des affaires de décentralisation, rien depuis 3 mois qu'il est nommé. Donc moi je pense que cela démontre tout simplement cette inertie dont on parle. Et des structures comme celle-là, vous savez très bien que le Conseil économique et social, qui n'a qu'un président, mais qui ne fait rien, dont on ne sait rien. Alors, on va se retrouver avec un ministère de la décentralisation attendu depuis 20 ans, mais depuis qu'il est en place, il n'y a plus rien du tout. Mais il y a quand même eu un service qui s'occupait de la décentralisation, Minat, qui aujourd'hui pouvait permettre à ce que les choses avancent quand même dans ce sens. Mais le ministre est seul, le ministre a été nommé seul, aucun personnel n'a été nommé à côté de lui, il n'y a que son secrétaire particulier. Alors vous voulez, il y avait un ministre délégué à l'époque quand même. Oui, mais là maintenant il n'y a qu'un ministre de la décentralisation, et c'est ça qui fait sursauter les experts comme Tuente, qui a relevé cela et qui attendait justement parce que depuis 3 mois, tous les autres ministres qui ont été nommés sont à pied d'œuvre. Ils sont en train de travailler, ils sont en train de résoudre les problèmes qui étaient là, mais le nouveau ministre de la décentralisation, le nouveau ministre du nouveau ministère de la décentralisation, lui, il n'a même pas de personnel. C'est tout simplement aberrant. Alors, que peut-on attendre d'un ministère qui travaille avec un bureau et un personnel d'emprunt, même pas un secrétaire général? L'organigramme n'est pas encore établi. C'est une curiosité camerounaise, hein, Flavien, ça ne devrait même pas vous surprendre parce que le Cameroun est habitué à ce genre de choses. Figurez-vous, lorsqu'on a créé le Conseil constitutionnel avec la Constitution de 1996, vous avez vu combien de temps il a fallu attendre pour la mise sur pied de ce Conseil constitutionnel. Au sorti de son discours, dans son discours du 31 décembre 2017, Paul Biya avait bien dit qu'il va accélérer la décentralisation au Cameroun. Si accélérer la décentralisation au Cameroun veut dire tout simplement créer un ministère, nommer un ministre et plus rien. C'est donc la manière du Cameroun d'accélérer la décentralisation. Mais dans tous les cas, vous avez bien vu juste, hein, Flavien, la nouvelle expression également. Jusqu'à maintenant, c'est un ministère qui fonctionne pratiquement avec deux personnels officiellement connus, à savoir le ministre et son secrétaire particulier. Même dans les villes, dans les départements, dans les régions, on n'a pas encore l'ombre d'une seule plaque d'un ministère de la décentralisation locale. Donc il n'y a pas encore une délégation connue. Il nous est revenu qu'on a mis sur pied, on aurait mis sur pied une commission chargée de faire une étude sur la décentralisation. Dans cette commission, il semble qu'il y a 2 maires, et en l'occurrence, Maître Fampou Denis, qui est maire de Douala 2e, qui serait membre de cette commission, qui serait en train de réfléchir sur l'organigramme de la décentralisation et sur les missions même qui seront dévolues à ce ministère. Vous avez bien vu que entre
le discours du 31 décembre et la nomination du ministre le 2 avril, c'est le 2 mars. Le 2 mars, il a fallu attendre 3 mois. Maintenant, entre l'organigramme et la nomination de ce ministre, il faut encore attendre au moins 3 mois. Et je peux même vous dire que jusqu'ici, la simple abréviation du ministère, comme par exemple on dit ministère des enseignements secondaires, ça s'appelle MINESEC. La simple abréviation du ministère de la décentralisation et du développement local. Un acte qui ne prend pas 2 secondes pour réfléchir, jusqu'ici n'est pas encore trouvé. Donc vous voyez, c'est du leurre, c'est des chimères qu'on vend aux Camerounais et on attendra longtemps. Je prie seulement les Camerounais de continuer à attendre. C'est ce qui fait dire à certains que la création de ce ministère a été précipitée. Moi je dis que quand M. Chuen, comme Chuen le dit, il le dit à raison. La création a été précipitée. Le président de la République a fait son discours en décembre. 3 mois plus tard, il nomme un ministre de la décentralisation. Et puis bon, maintenant on attend. Et nomme sans que ce ministère, ou la vocation de ce ministère, ou les missions de ce ministère, ou les plans d'action de ce ministère aient été déterminés. C'est précipité et on se retrouve maintenant dans une impasse. On attend. Pourtant, la décentralisation est en train d'être accélérée. Accélérée. Elle est accélérée parce qu'elle a un ministère maintenant. En tout cas, c'est un ministre et son secrétaire particulier. Très bien. C'est à lire dans la Nouvelle Expression, de la page 5 à la page 7, parlant notamment de ces ministères perdus dans le cafouillage administratif. C'est le grand titre du journal La Nouvelle Expression. Le même journal parle également de la crise à Elekam. Paul Biya qui sanctionne Abdoulaye Babali. Oui. C'était une sanction? Oui, bien généralement, lorsqu'on limoge un fonctionnaire, c'est plus ou moins une sanction. Qu'on le veuille ou pas, c'est une sanction. Ça peut aussi être qu'on lui réserve quelque chose de positif. Dans tous les cas, il faut avoir 2 angles d'attaque dans ce dossier de Elekam. Il faut d'abord déjà se demander qui est Eric Essoussé et que peut-il. Ça, c'est le premier angle. Ensuite, deuxième angle, quel sort sera réservé à Abdoulaye Babali? Alors, si je reviens donc au premier angle, qui est Eric Essoussé et que peut-il? Nous devons savoir, pour ceux qui sont jeunes dans la profession du journalisme que nous exerçons, que Eric Essoussé est ce maître fouettard que nous avons connu au temps de la décentralisation, parce que je me rappelle que lorsque nous avions fini une morasse dans les années 89, 90 et même jusqu'en 91, il fallait les ramasser, aller à Yaoundé et obtenir le quitus de Eric Essoussé qui était chargé de la censure. Et c'est donc lui qui pouvait dire qu'est-ce que les Camerounais peuvent lire, qu'est-ce que les Camerounais ne doivent pas lire. Et il lui arrivait parfois de censurer jusqu'à 2 pages dans le journal. Ceux qui se rappellent doivent se rappeler du fait qu'on publiait des journaux avec des pages entièrement vides où on mettait carrément censuré. Ça, c'est peut-être pour cela qu'un journal ce matin, pour ne pas le nommer, Info Matin, a titré « Un dictateur à la tête de Elekam ». Là, c'est une autre paire de manches. Mais je sais une chose, Eric Essoussé est un homme qui est aux affaires politiques en général et plus précisément aux élections depuis pratiquement 1997 où il a officié dans le ministère de l'administration territoriale en tant que directeur ou sous-directeur des relations publiques. Ensuite, il est à Elekam depuis 2008 en tant que directeur général adjoint. Donc ça veut dire qu'il est à 10 ans à Elekam, donc il connaît exactement ce qu'il y a lieu de faire. Il peut faire le jeu, peut-être pas dans le sens que les partis politiques de l'opposition veulent, mais dans tous les cas, il est l'homme que le président de la République a choisi. Et je crois que le président de la République sait pourquoi il compte sur lui, parce qu'il a l'expérience requise, il a le professionnalisme, parce qu'il est bardé de diplômes. Il est docteur des relations publiques obtenu à Sorbonne, après sa licence obtenue à l'université de Yaoundé et sa maîtrise. Il a obtenu plein de doctorats et il a l'expertise qu'il faut. Donc, je crois qu'il faut juger le maçon au pied du mur. Je chute, Flavien, pour le sort qui peut être réservé à Abdoulaye Babali. Abdoulaye Babali, ces derniers temps, a été accusé de beaucoup de mots et je crois que lorsqu'on le limoge ainsi, il faudra donc trouver où est parti l'argent dont on dit qu'il a détourné. On parle d'environ 5 milliards, on parle de tous ces arts, tous ces casseroles qu'il traîne et qu'il faudrait qu'il réponde de ces chefs d'accusation-là. Donc je dis 2 choses à voir. Que peut Eric Essoussé? Qui est-il? Et maintenant, Abdoulaye Babali, qu'est-ce qu'on va faire de lui? On comprend que Abdoulaye Babali arrive dans une maison qui avait déjà des soucis. On a parlé d'une guerre de leadership. Il a remplacé quelqu'un qui était là, qui n'avait pas sa langue dans la poche, qui a travaillé pendant longtemps, qui aujourd'hui peut peut-être se dire
voilà, on a cru que c'était moi le problème et pourtant le problème est ailleurs. Donc, on lit dans la nouvelle expression, Paul Biya qui sanctionne Abdoulaye Babalé, il y a Émergence qui parle d'Éric Essoussé qui est désormais le nouveau directeur général et en même temps, on va découvrir dans l'autre journal, c'est bien entendu le quotidien Le Jour qui parle de Elecam, comment Abdoulaye Babalé a été limogé, c'est un autre titre là-bas, et Mutation dit, le nouveau joker de Paul Biya est connu. Ben, le nouveau joker de Paul Biya, c'est ce titre que moi je retiens, ça veut dire que c'est lui qui tient l'élection. Vous savez très bien que c'est l'élection qui va légitimer, c'est-à-dire le processus électoral, c'est lui qui tient désormais la gestion du processus électoral. Donc ce qui fait que s'il est en fait dans la maison depuis 10 ans, directeur adjoint, il est comme depuis 10 ans, ça veut dire qu'il a eu le temps de connaître le fonctionnement, il connaît les missions dévolues à un directeur général. Mais seulement je voudrais nuancer un peu le portrait assez dur que Casimir Désiré Tania a peint de Éric Essoussé. Il a qualifié de père fouettard. Non, disons que M. Éric Essoussé était chargé de la censure. Et pour ceux qui ont connu la censure, parce que nous avons commencé à travailler avec la censure, à cette époque-là, ce n'était pas de la volonté de quelqu'un de tenir le fouet. Il était là pour censurer, regarder, lire, accepter ou ne pas accepter. Il avait une mission. On ne peut pas lui en vouloir. C'était pas, il ne censurait pas les journaux tout simplement parce qu'il le voulait. Mais c'est que sa mission était là pour lire les journaux et pour ne pas laisser passer ce qui n'est pas politiquement accepté par ces patrons qui l'ont mis là. Donc moi, père fouettard, non. Tous ceux qui l'ont connu comme un personnage affable. C'est un monsieur affable, très civilisé. Et d'ailleurs, qui, au moment où il censurait même une page, il disait aux journalistes, écoute-moi, sincèrement, moi, je ne peux pas laisser passer. Si moi, je laisse passer ça, moi, on ne me laissera pas passer. Donc, il faut comprendre que... Il protégeait son gâteau. C'est quelqu'un... Non, il faut protéger au moins sa fonction. Il était là pour faire un job, il l'a fait, il le faisait. Donc, ce qui fait que ce n'était pas le père fouettard, mais c'était quelqu'un qui avait une mission. Et à ce moment-là, la censure était quelque chose, non seulement de légal et d'organisé. Pour le reste, on l'a vu par la suite dans la politique, ce n'est pas quelqu'un qui est un homme des éclats, un homme qui est là pour dire des choses de façon fracassante. Non, c'est un homme assez pondéré. Et même au niveau de la gestion des LECAM, pendant toutes ces années où il y a eu autant de remous, on ne l'a jamais entendu dire quoi que ce soit. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien la maison à partir de maintenant. Alors, Abdoulaye Babalé a-t-il été limogé? Ben oui, il a été limogé. Vous savez très bien que depuis quelques mois d'ailleurs, il y a des cris d'orfraie qui sourdent de la maison. Il est quand même avec le personnel qui se plaint de ceci, avec le conseil électoral lui-même qui se plaint de cela, des problèmes de gestion, des problèmes d'argent, des problèmes de kits qui ont disparu, tout cela. Donc le conseil électoral, c'est lui qui a d'abord commencé par le suspendre et ensuite on a attendu la décision de Paul Biya. Donc la maison ne se portait pas très bien et il était prévisible, il était même attendu qu'il soit limogé. Donc c'est la conséquence. Est-ce que c'est une question d'homme, puisque même à l'époque de Sani Taninou, il y avait toujours des remous au sein de l'ECAM? Ce n'est pas une question d'homme, c'est une question d'efficacité. Et nous savons que c'est le conseil électoral qui doit organiser les élections au Cameroun. Ce qui me plaît là-dedans, c'est que c'est le conseil électoral lui-même qui a fait un conseil extraordinaire et qui a constaté les fautes lourdes de l'ancien directeur général. Mais par rapport au nouveau directeur général, vous avez vu que sitôt nommé, hier soir aux 17h, au journal de 17h de la CRTV, à 18h immédiatement, il a convoqué une réunion où il s'est mis directement à l'œuvre. Donc il n'a pas attendu d'aller au quartier pour fêter par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure d'un autre ministère qui ne sait même pas qu'est-ce qu'il doit faire. Alors vous maintenez votre expression père fouettard? Non, je ne dis pas qu'il était... Il a fait son temps comme Camille l'a dit. Il avait une mission et il a bien géré cette mission. Maintenant, moi je vois que à peine nommé, 1 heure de temps après le décret présidentiel, il s'est immédiatement à l'œuvre, il a convoqué une réunion. Il n'est pas passé à la fête comme certains le font, où dès qu'on les nomme, ils commencent à aller dans leur village, à organiser des festins de gauche à droite. L'heure n'est pas à la fête. L'heure est à l'organisation des élections, surtout qu'il y a beaucoup d'élections. Il y a les élections législatives, municipales, présidentielles et même régionales qui peuvent avoir lieu avant la fin de cette année 2018. Très bien. Si on respecte le calendrier. Alors, mutation par le présidentiel 2018 avec le nouveau joker de Paul Biya, c'est ce qu'on lit à la une du journal. Vous pouvez davantage lire après avoir fait un tour dans les kiosques. Le quotidien Le Jour parle de comment Abdoulaye Babalé a été limogé. La nouvelle expression qui revient parle de Paul Biya qui sanctionne Abdoulaye Babalé. Alors, autre sujet, dans la presse ce matin, c'est la nouvelle expression qui parle du monument Ougnobe. Regard croisé des leaders d'opinion avec des cadres de formation politique, que ce soit du parti au pouvoir ou de l'opposition, sur le geste, l'acte posé par le canton Bel. C'est-à-dire la destruction
du chantier de construction de la stèle de Ruben Oumyobé? Depuis le week-end, les réseaux sociaux sont en transe. Les journalistes et les leaders d'opinion et tous ceux qui pensent qu'ils peuvent dire quelque chose ne tarissent ni d'injures, ni d'outrance, ni d'affabulation. Moi, je pense que le problème de ce qu'on appelle l'affaire Oumyobé, il n'y a pas d'affaire Oumyobé. Il n'y a pas d'affaire de destruction de monuments. C'est-à-dire qu'il faut revenir à la chose. Personne n'est allé demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Personne ne s'est approché du canton Bel ou du roi Bel pour demander. En fait, le problème est simple. Le seul responsable de toute cette affaire, c'est M. Fritz Toné, délégué du gouvernement, qui, dans son orgueil et dans son arrogance, a décidé de mettre sur place un mausolée Oumyobé sans qu'il y ait eu concertation avec le canton Bel. Or, lui-même, le même Toné, en 2012, les chefs du canton Bel était venu le voir pour lui demander la permission de l'élévation d'un monument pour Douala Mangabel. Il avait dit que c'est du ressort du président de la République, ce qui est d'ailleurs vrai. Puisqu'il y a un texte, la nouvelle expression publie un texte datant de l'ère Aïdjo qui dit que l'adressage des rues et la création de mausolées dépendent du président de la République. Mais cette fois-ci, il a décidé d'aller unilatéralement mettre un mausolée au Oumyobé. C'était sous la pression, sous la pression des Sama. La pression des Sama. Et les autres ne sont pas allés. C'est ce qui avait fait la demande, par exemple. La pression d'une seule personne, moi je ne pense pas. Écoutez, à Bona-Prison, il y a une rue Oumyobé. Allez demander. Le problème, ce n'est pas un problème de Douala contre Oumyobé, le Bassa, de Douala contre Oumyobé. Non, moi j'ai entendu hier, les Douala assassinent Oumyobé, les Douala ont fait ceci. Moi, ce que je n'ai pas du tout apprécié, et qui est honteux dans ce pays aujourd'hui, où on réalise que les choses sont devenues tellement fragiles que les gens peuvent sortir des matières pour n'importe quoi. Il y a des gens, on a déjà entendu des choses terribles j'ai lu des choses terribles dans les journaux. J'en ai même entendu un qui a dit que les Douala ne sont pas d'ici. Il y a ce matin même encore un journaliste pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui a dit qui s'est demandé à qui appartient la ville de Douala, en rappelant que non, les Douala sont arrivés ici au XVIe siècle, ils ont trouvé les Bassa. Mais quand on entend des choses comme ça, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faudrait qu'on renvoie les Douala du Vienne. Mais est-ce que c'est pas la manière qui fait problème? Non, en renvoyant les Douala, à ce moment-là, tout le monde au Cameroun va retourner quelque part. On dit que les Bassa viennent d'Égypte, ils retournent. On dit que les Bamileke viennent du Soudan, on dit que les Fulbe viennent du Fouta Dialon. Chacun va repartir. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas une question de manière. Le chef Bel a estimé que vous ne pouvez pas venir. Et puis ils n'ont pas cassé le monument. Ils ont cassé la petite barrière. Parce que c'est embêtant, ils n'ont pas eu de la matière pour détruire. Non, ils ne pouvaient pas. En contrepartie pour marquer leur refus de cela. Mais le problème, c'est que le délégué du gouvernement, qui est responsable de tout cela, jusqu'à présent n'a rien dit du tout. Au contraire, il est tenté de se rapprocher. Aujourd'hui, en culpabilisant les Douala, en culpabilisant les chefs traditionnels, non, ce n'est pas à ce niveau qu'il faut prendre le problème. Il faut demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi en est-on arrivé là. Mais est-ce qu'il y a un problème entre les Douala et Ruben Douala Mangabel? Non. Est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes sortis de Comodo qui ont failli aller brûler la chefferie Bel dimanche soir? Très bien. Est-ce que la presse nous permet de comprendre de quoi il est question aujourd'hui? Oui, la presse nous permet de comprendre. Oui. Il faut bien lire la presse entre les lignes. Je crois que ce n'est pas un problème de tribalisme qui se pose. Il faut éviter cela. Il s'agit d'un acte posé tout simplement pour attirer l'attention du délégué du gouvernement sur certaines décisions qu'il devrait prendre. Et que pour prendre, il a le droit et même le devoir de consulter certaines bases. Il est vrai que c'est une délibération du Conseil de la communauté qui lui donne officiellement les pouvoirs. Mais officieusement, il a le devoir de consulter les chefs Sawa qui devraient se lever un matin et voir un monument dans leur nez. Mais dans tous les cas, vous avez dit tout à l'heure que c'est la manière qui fait problème. Parce que dans tous les cas, les chefs du canton Bel ont mis un peu les autorités en difficulté. Parce que, souvenez-vous, Blaise Sama a fait la prison parce qu'il avait bousculé ou bien il avait arraché la décapité le monument de la tête du monument Leclerc. Ouais. Bois-Massot a fait la prison tout simplement parce qu'il avait mis des écriteaux. Il n'avait même pas détruit. Il avait mis des écriteaux sur le monument de Leclerc au niveau de Bonanjo. Alors, y a-t-il une loi pour certains et une loi pour les autres? Pourquoi doit-on faire 2 poids 2 mesures? Et on se retrouve face aux chefs traditionnels. Faut-il les arrêter comme on avait arrêté André Blaise Sama ou bien Bois-Massot? C'est ça le problème. Et ça ne peut pas être confortable de se voir qu'on soit en train d'arrêter des rois, des chefs. Parce que chez nous, à l'ouest, le chef est un homme sacré. Tous ses actes sont sacrés. Sa parole est sacrée. Tout ce que le chef fait est sacré. Alors qu'on se retrouve ici avec des chefs qui posent des actes qui met les gens en difficulté. C'est là le problème. Et moi, je dis,
pour chuter. Que cette histoire du monument Oumniobé devrait permettre de régler définitivement les histoires des monuments des nationaux et des héros nationaux. Aïdjo, pourquoi ne mériterait-il pas un monument? Les Ernest Wandié, pourquoi ne mériterait-il pas des monuments? Bartel Ponsamba, Douala Mangabel et tous ces héros nationaux. Je crois qu'on devrait passer par là pour résoudre définitivement ce problème et voir où est-ce qu'on peut installer quel monument, à quelle ville et à quel endroit. Oui, Camille Nélé, est-ce que, je m'en tiens pas à ce que la presse nous dit ce matin, est-ce que ces chefs ne pouvaient pas utiliser une autre méthode, c'est-à-dire quoi, aller rencontrer plutôt le délégué du gouvernement et lui demander d'arrêter les travaux que d'aller détruire? C'est quand même une personnalité qui a marqué ce Cameroun, qui est à cet endroit, en fait, qu'on voudrait, je voudrais dire le nom de... Le prétexte est dévoyé aujourd'hui. Les gens disent que non, c'est parce que le chef Bell voulait que ce soit là que soit placée la statue de Douala Mangabel. Non, il n'en est rien. Le problème est complètement mutilé aujourd'hui. La réalité, on masque la réalité. Le roi Bell avait demandé à plusieurs reprises qu'il y ait un mausolée Rudolf Douala Mangabel qui est mort pendu en 1914 pour ce pays. Mais j'ai même entendu quelqu'un qui dit que non. Alors le dossier a été introduit à la communauté urbaine. On a parlé pratiquement de plus de 300 millions ou milliards, quelque chose qui devait être du genre. Mais pour dire qu'il n'y a pas eu de suivi par la suite, selon les informations qui devait suivre. Les personnes qui ont introduit le délégué du gouvernement a dit que cela relève du chef de l'État. C'est ça, la goutte d'eau, c'est ça le véritable problème. Qu'on ne culpabilise pas le chef traditionnel, qu'on ne culpabilise pas les Douala, qu'on n'en fasse pas un problème tribal entre les Bassa et les Douala. Parce que j'entends des Bassa qui disent des choses extraordinaires. Un a posé la question que la ville de Douala appartient-elle au Douala. Donc moi je dis sincèrement, il ne faudrait pas que, à cause d'un problème, d'un différend, et peut-être même d'une situation qui est justifiable, que les gens sortent des machettes et sortent des propos qui vont au-delà de leurs pensées et qui mettent justement en danger le vivre ensemble. Qu'on ne dise pas que les Douala retournent au Congo ou que les Bassa ont commis l'erreur d'accueillir les Douala. Au XVIe siècle, quand les Douala arrivaient ici, est-ce qu'il y avait une nation camerounaise? Ou en 1914, quand Rudolf Douala Mangabel mourut, parce que quelqu'un a dit ce matin que Rudolf Douala Mangabel est mort pour le plateau Jos, ou mieux est mort pour tout le Cameroun. En 1914, le Cameroun était réduit à quoi? À la ville de Douala qui s'appelait Cameroun-Stadt. Donc j'ai même entendu le fils d'un illustre historien qui commence à, parce qu'il veut exister à partir du nom de son père, il dit que lui il a honte. Il a honte de quoi? Il faut même dire que ce n'est pas un problème typiquement Douala. C'est un problème national. Je suis d'accord. C'est pour ça que je dis, ça ne devrait pas être une histoire où le délégué du gouvernement de Douala décide comme il veut. Ça devrait venir du ministère de la Culture ou bien d'un autre ministère de Yaoundé. Et lui, au moment de poser ce monument, il se met d'accord avec quand même les autorités. C'est pour ça que je dis que Martin Paul Samba mérite un monument, peut-être. D'accord, alors vous l'avez déjà dit, mais je propose que les lecteurs aillent découvrir ce que la presse... Mais ce qu'ils vont découvrir, c'est des points de vue, et des points de vue outrés. Justement, des points de vue, donc et qui sont déconnectés de la réalité. Les points de vue sont toujours subjectifs. C'est dans la presse, Camille. Vous laisserez le soin quand même aux lecteurs. Chacun fera son analyse. Les commentaires sont libres, mais les faits restent sacrés. Très bien. Alors donc, c'est dans la nouvelle expression, le dossier de la page 4 à la page 10, parlant du monument de Oumniobé, regard croisé des leaders d'opinion. Je vous invite à lire tout cela dans la presse ce matin. Alors on va terminer avec Cameroun Tribune qui parle de l'opération antiterroriste à Santa avec les clarifications du gouvernement sur cette question. Plusieurs personnes ont été tuées, il y avait des manifestations, il y a eu également des actions qui étaient en vue pour déstabiliser, selon bien sûr le ministre de la Communication, déstabiliser le Cameroun. On ne le dira jamais, Flavien. La mort d'homme est toujours quelque chose d'affreux, d'atroce. On ne permettrait pas, qu'ils soient des sécessionnistes, des terroristes ou n'importe quoi. La mort d'homme est toujours atroce. Et vous voyez, mais ce qui est curieux dans cette histoire, c'est que des sécessionnistes, il faut les appeler ainsi, viennent s'installer carrément dans un hôtel avec des armements, avec tout ce que cela comporte, sans que cela n'émeuve personne, sans que les autorités, les responsables de l'hôtel n'aient eu le temps de dénoncer quoi que ce soit. Je crois que c'est ça le rôle d'un hôtel. Les hôtels doivent aussi servir de sécurité, servir de tampon entre les autorités chargées de la sécurité et le gouvernement. Parce que lorsque vous arrivez dans un hôtel, vous êtes obligé de décliner et votre identité et le contenu de vos biens et de tout ce que vous amenez à l'hôtel. Quand on se retrouve dans un hôtel où il y a des armes et tout cela, je crois que c'est vraiment un peu trop grossier et l'armée a bien fait de neutraliser. Mais là où l'armée pouvait tout simplement encadrer ces
ces hommes-là, je ne sais pas s'il faut les... Alors, vous voulez dire les innocents ont également perdu la vie dans cette Les innocents ont sûrement perdu la vie dans cette histoire et c'est là ce que nous déplorons. Camille Casimir Désiré Tanyika, mon tribune a parlé de ce problème et surtout a exprimé le point de vue du ministre de la Communication qui a tenu à éclairer parce que les photos de ce clash entre l'armée et les groupes armés, parce que moi je continue à les appeler les groupes armés, ont fait le tour d'abord des réseaux sociaux avant d'arriver. Mais seulement il y a un journal, d'ailleurs vous l'avez lu tout à l'heure, c'est Hot News, qui a fait une enquête, qui a été sur place à Santa et qui pour chercher à savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Et ce journal raconte comment une horde de jeunes armés est arrivée dans ce village, a kidnappé des gens, a commencé à aller molester, à occuper un hôtel, a pris des poules, pris des bœufs. C'est-à-dire qu'il s'est servi exactement comme un territoire conquis. Et cela rejoint ce que j'avais dit il y a quelque temps. Cela rejoint que cette histoire de ces œuvres va amener la multiplication de bandes armées qui arrivent, qui s'installent, qui prennent ce qu'ils veulent et qui prennent leur petit territoire. C'est ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est ce qui est arrivé en Somalie et c'est ce qui est en train de vouloir nous arriver ici. Hot News a donné un éclairage aveuglant sur cette situation, sur la vérité. Mais seulement, souvenez-vous, Flavien Walondongo, pendant le week-end, on nous avait montré ces photos affreuses en disant que l'armée fait un carnage. L'armée fait un carnage avec des gens qui étaient armés, qui avaient des armes de guerre et qui avaient pris en otage tout un village qui est en train de violer des jeunes filles. Et même quand l'armée est arrivée, au lieu de se rendre, ils ont commencé d'abord à tirer sur des otages. Il y a des otages qui ont été tués avant que l'armée même n'arrive. Donc l'armée a eu un clash avec un groupe armé. Parce que ce groupe armé, qui vous dit qu'il était sécessionniste? C'est tout comme il y a une vidéo qui circule dans le net avec 7-8 jeunes qui sont en train de marcher sur la route de Limbe avec des armes et qui disent que non, c'est fini pour Biad. Donc moi je dis que cette histoire-là, l'armée vient de réaliser un gros morceau de bravo en neutralisant de dangereux individus faisant partie d'un groupe. Mais moi je passais à dire qu'il faut toujours faire attention avec le mot sécessionniste. Très bien. Donc, on peut lire tout cela dans la presse également ce matin. Nous allons sortir de l'émission, chers messieurs, peut-être en disant un truc sur les examens officiels qui ont débuté hier. Oui, parce que déjà ce matin, le baccalauréat a démarré. Et hier, le JCA a démarré. J'ai l'impression que les choses se passent un peu mieux cette année que l'année dernière par rapport à cette crise anglophone qui a... Il y a eu la délocalisation, en tout cas, de certains candidats. Beaucoup de candidats du sud-ouest et du nord-ouest se sont déversés dans les régions voisines et je crois que c'est tout à fait normal. Nous leur souhaitons tout simplement bonne chance, bon courage et on attend le résultat. Pas que le jour des résultats, les larmes non, les larmes ne couleront pas de toute façon. Merci à vous, chers messieurs, et également vous, il vous reste juste à faire un tour dans les kiosques et être au parfum de l'actualité. Merci, bonne journée, bon retour.